Alors, nous démarrons avec l'information sur le coup d'État. Wilfried Léandre Rumbedji ferme la parenthèse. Hector Hugues Zogo, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Carole, bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, vient mettre un terme à toutes ces polémiques liées à cette actualité du coup d'État au Bénin. Je voudrais déjà commencer par remercier tous nos compatriotes béninois qui ont pris par devers eux la responsabilité de pouvoir dire, pour la plupart du temps, surtout en cette fin de semaine écoulée, sur leurs différentes pages Facebook, Twitter et autres, qu'il n'y a pas eu coup d'État en République du Bénin. Vous savez, en fin de semaine dernière, on a suivi sur différentes pages de certains Africains qu'il y aurait eu un coup d'État orchestré dans notre pays, le Bénin, et que même le chef de l'État, Patrice Talon, serait déjà en fuite. Et c'est ce qui a fait que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, est monté au créneau pour fustiger cette allégation et démontrer que le Bénin se porte très bien, que le chef de l'État, avant même que lui-même ne se déplace pour se rendre à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères, puisque c'est là où il a pu rencontrer la presse pour pouvoir communiquer autour de cette actualité-là, que le chef de l'État se retrouvait déjà au palais et qu'il travaillait. Et comme vous l'aviez constaté, et comme nous continuons de le constater, notre pays continue de faire son bout de chemin, comme on le dit. La République du Bénin reste toujours debout et elle restera toujours debout. Depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, notre pays a renoué avec ce qu'on appelle le renouveau démocratique. Et c'est un régime qui nous permet de connaître ce qu'on appelle également l'alternance politique. Et depuis 1990, à la date d'aujourd'hui, notre pays a régulièrement organisé les élections, a régulièrement permis à son peuple de se rendre aux urnes pour élire celle ou celui à qui il pense confier sa destinée. Et donc, que l'on se retrouve aujourd'hui à envier le Bénin au regard de ce qu'il y a comme réalisation d'infrastructures, au regard de ce que le pays a pu connaître en termes de stabilité institutionnelle, que l'on se lève du jour au lendemain pour lancer sur des plateformes numériques qu'un coup d'État serait orchestré, on se pose la question de savoir ceux qui le font, quel intérêt ont-ils? À qui en veulent-ils autant? Est-ce la personnalité du chef de l'État qui dérange pour autant? Est-ce déjà une stratégie pour eux d'annoncer les couleurs, puisque nous nous retrouvons pratiquement à la veille des élections de 2026, des élections qui ne seront non seulement présidentielles, mais également législatives et communales? Est-ce une manière de pouvoir déstabiliser le pouvoir en place, de détourner l'attention du chef de l'État et par conséquent de mettre en place d'autres stratagèmes au point de pouvoir lui arracher le pouvoir d'État? Toutes ces questions-là doivent continuer par interpeller notre conscience collective.
Mais ce que je salue, parce que ce que j'ai pu constater, c'est que le peuple béninois est assez mature, assez mûr, et vous parcourez n'importe quelle page d'un Béninois, page internet, je veux dire, d'un Béninois par rapport à cette actualité-là, on vous dit, chez nous, ça ne se passera plus. Et c'est exact. Un coup d'État au Bénin, nous n'en connaîtrons plus. Quel intérêt nous avons au Bénin à connaître un coup d'État? Les territoires au niveau desquels les coups d'État sont orchestrés, nous savons un peu les raisons. Chez nous au Bénin, les textes de loi sont respectés. Il y a la Constitution qui est respectée. Il y a les différentes institutions qui sont en place et qui fonctionnent normalement. Il y a l'esprit critique, même si à des moments donnés, on peut remettre en cause un certain nombre de fondamentaux, nous nous entendons quand même sur l'idéal. L'idéal, c'est de ne pas faire basculer la République. Et donc, c'est une erreur aujourd'hui de chercher à faire croire qu'au Bénin, qu'il y a de tensions politiques au point où l'on puisse se retrouver dans un environnement de coup d'État. Et mieux, vous savez que généralement, quand on parle de coup d'État, ce sont les militaires qui se retrouvent en ligne de mire. Chez nous, l'armée, elle est républicaine. Notre armée, elle est une armée disciplinée. Elle est une armée organisée. Notre armée sait écouter ses officiels. Et ces officiers à qui on a confié la lourde responsabilité de travailler au respect de l'intégrité territoriale. Et donc, ce n'est pas dans un environnement pareil qu'on opère des coups d'État. Ce que notre armée aujourd'hui détient en termes d'infrastructures, est-ce que vous connaissez d'autres armées au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui en détiennent? Je ne pense pas. Vous allez aujourd'hui au niveau de la garnison de Dessa à Alada, vous avez vu ce qui a été réalisé. Certains, quand ils se retrouvent face à cette infrastructure-là, ils se posent la question de savoir, est-ce qu'ils ne sont pas sur un territoire européen? Parce que le chef de l'État a tellement mis de moyens dans la construction de cette garnison. Et même au-delà, quand vous faites un tour du côté de Ouida, juste en face du marché de Passé, à l'entrée de la ville, quand vous dépassez le carrefour Vassejo, vous avez encore un autre camp qui est en cours de construction et qui va sans doute être livré les mois à suivre. Et donc, quand on investit autant dans l'armée pour permettre aux officiers, pour permettre aux hommes de rang de se retrouver dans de meilleures conditions, parce que ne l'oublions pas, les militaires ne passent pas tout le temps dans leur maison. Si vous avez un parent militaire, vous allez le comprendre. Pour la plupart du temps, ils dorment au camp. Beaucoup parmi eux dorment au camp. Mais le camp, quel est l'environnement du camp? Si la personne se retrouve, par exemple, si c'est un officier qui se retrouve chez lui à dormir dans toute une villa, et une fois qu'il se retrouve au camp, il aurait du mal à trouver même ce qu'on appelle un matelas pour pouvoir se reposer, ça pose un problème. Et ça, c'est des difficultés auxquelles notre pays était confronté il y a quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a travaillé avec son gouvernement pour qu'on puisse corriger ces différentes irrégularités-là. Parce que c'est une injustice. Des personnes qui consacrent leur vie à sauver ou à préserver l'intégrité territoriale, on ne peut pas ne pas leur offrir le minimum. Et le minimum, c'est déjà l'habitation décente. Et donc, pour moi,
ceux qui se sont levés du jour au lendemain et ont lancé cette boutarde-là, je me dis... À quelle fin? Oui, à quelle fin, effectivement? Et je me pose la question de savoir s'ils connaissent effectivement le Bénin dans lequel nous sommes. Je me pose la question de savoir s'ils connaissent effectivement le peuple béninois. Vous n'allez pas voir le peuple béninois dans une affaire de coup d'État. Les Béninois peuvent ne pas être d'accord sur des questions politiques. C'est des choses qui arrivent. Et c'est tout à fait normal puisqu'on est dans un régime démocratique. Dans un régime démocratique, vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté de penser. Vous n'êtes pas tenu d'être d'accord avec le chef de l'État. Vous n'êtes pas tenu d'être d'accord avec peut-être un membre du gouvernement ou bien un directeur général qui travaille sous l'autorité d'un ministre au gouvernement. Mais ça ne vous donne pas le droit systématique de trouver qu'il faut travailler à faire basculer la République. Qu'est-ce que nous allons gagner aujourd'hui, après autant de sacrifices? Tout ce qu'on a pu réaliser depuis 1990, où nous parlions de la conférence des forces vives de la nation. Quel État africain a pu le réaliser autant? On peut se poser les bonnes questions. Et donc, quand on se retrouve dans un environnement pareil, on se dit, mais ceux qui distillent de fausses informations pareilles, quel est l'intérêt qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Est-ce pour dire que ça ne va pas au Bénin? Et ça ne va pas au Bénin, ceux qui doivent en parler, ce sont les Béninois. Les premières personnes qui doivent dire ça ne va pas chez nous au Bénin, ce sont les Béninois. Ce n'est pas aux étrangers de nous dire que ça ne va pas au Bénin. Et si ça ne va pas chez nous au Bénin, nous avons encore dans notre culture, nous avons le mode de fonctionnement. Nous savons comment est-ce que l'on parvient à régler un problème. Moi, j'estime qu'ils peuvent même se permettre de le dire si l'information est vraie. Mais que ce soit une information aussi fausse, c'est là où le bas blesse. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique entière sache qu'il n'y aura plus jamais de coup d'État au Bénin. C'est en fait ce que nous devons travailler à faire comprendre au reste du monde. Est-ce que vous allez entendre parler demain d'un coup d'État, je dis un truc bête peut-être, hein, en France ou bien en Belgique? Non, c'est fini. L'histoire politique de ces pays-là ne leur permet plus de retomber dans ces travers. Pensez-vous qu'on est à cette étape aujourd'hui? Nous, on a dépassé cette étape-là où on peut penser, où un citoyen lambda peut penser qu'il peut renverser la République. C'est-à-dire qu'il y aura coup d'État. C'est des choses qui ne peuvent plus se passer au Bénin. Parce que tout simplement, les tests sont respectés. Exactement. Non seulement les tests sont respectés, mais nous avons eu aussi un peuple mature qui sait tenir, je vais dire, qui sait respecter les principes démocratiques. Je vais me limiter en disant ça. Qui sait respecter les principes démocratiques? Sinon, il y a eu plusieurs situations qui auraient créé de tensions dans notre pays. Mais au-delà de tout, le peuple béninois se dit, bon, puisque nous sommes quand même dans un régime démocratique, faisons l'effort de respecter notre loi fondamentale. Et c'est ce qui fait que dès qu'un chef d'État vient au pouvoir et veut toucher à la Constitution, vous voyez tout le débat qu'il y a autour. Parce que le Béninois tient énormément à son pays, à la stabilité de son pays. Tous les Béninois que vous voyez aujourd'hui et qui, d'une manière ou d'une autre, font des critiques, surtout à l'encontre du chef de l'État, vous pensez que c'est parce qu'ils ont quelque chose contre la personnalité du chef de l'État qu'ils le font? Mais bien au contraire. C'est parce qu'ils aiment le Bénin. Ils aiment le Bénin et ils se disent à des moments donnés, mais le chef de l'État pour qui on le connaît, ne doit pas nous permettre de tomber peut-être dans ces erreurs-là. Le chef de l'État qu'on a là ne doit pas faire ces erreurs. Et donc, quand ils ne sont pas d'accord avec lui, ils l'expriment clairement. Ils le signifient par toute forme d'expression. Mais il n'y aura jamais dans leur forme d'expression les questions qui vont conduire, ou les stratagèmes qui vont conduire à un coup d'État.
Donc, c'est ça que les gens doivent pouvoir comprendre. Le Bénin est un pays indivisible. C'est un État laïque indivisible. Le Bénin est un et indivisible. C'est ce que stipule notre Constitution. Et chaque Béninois, à la date d'aujourd'hui, le respecte. Et je crois que les générations montantes aussi vont apprendre de l'histoire et continuer par préserver cette valeur chèrement acquise depuis que nous avions accepté nous retrouver dans le régime démocratique dès la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Nous allons poursuivre cette analyse. Hommage des syndicats au FDS, comprendre l'annulation de l'initiative. Je voudrais, en abordant cette actualité-là, déjà renouveler ma compassion à toutes nos forces de défense nationale. Présenter une fois encore mes vives condoléances à tout le peuple béninois et également à ces différentes familles dont les enfants ont pu perdre leur vie sur le champ de l'honneur. On se retrouve aujourd'hui avec une question fondamentale. C'est de savoir quel est le rôle d'un syndicat ou quel est le rôle d'une confédération syndicale dans un État comme le Bénin. Et en posant cette question, on me dira que ces syndicalistes qui ont envie, qui ont manifesté le désir de rendre hommage aux forces de défense nationale ont eu une ingénieuse idée parce que peut-être d'autres couches sociales ont commencé par sortir des communiqués. Des pasteurs ont sorti des communiqués. On a eu également d'autres responsables ou d'autres citoyens béninois qui ont sorti des communiqués pour soutenir nos forces de défense nationale. Mais ne nous leurrons pas, ne nous leurrons pas. Chaque entité avec sa mission spécifique et son rôle au sein d'une république. La question sécuritaire, c'est une question très sensible. On ne va pas laisser la question sécuritaire dans les mains d'un quidam où ça peut aller dans tous les sens. Et dans une république où tout est organisé, où tout se fait suivant les règles de l'art, il y a des préalables et il y a des dispositions à ne pas extrapoler. Les centrales syndicales ou les confédérations ont manifesté l'intention de rendre hommage aux forces de défense nationale. Mais de vous à moi, de par le passé, depuis quand ces centrales-là l'ont déjà fait? À quel moment vous les aviez vues dans une posture pareille? C'est une question légitime qu'on doit pouvoir se poser. En tant que syndicat, leur mission, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. Est-ce à dire qu'aujourd'hui... Les militaires également sont des travailleurs? Je savais que la question allait venir. Et je vais en venir tout à l'heure. Allez-y alors. C'est-à-dire que il y a tellement de choses sur lesquelles les syndicalistes devraient travailler que cette question de
rendre hommage aux forces de défense nationale. Ce n'est que rendre hommage à des âmes innocentes qui sont, qui sont tombées sur un champ de bataille, les âmes à la main. C'est pour les honorer. Vous savez, on est en train de traverser une période assez sensible. Peut-être que ceux qui ont pris l'initiative de vouloir organiser une activité pareille ne mesurent pas la sensibilité de la période que nous traversons. Nous sommes en train de partir vers des élections de 2026 où ces élections ne sont pas que présidentielles, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Les élections générales. Les élections générales. Et c'est depuis 1990 ou même depuis 1960 où notre pays a connu ce qu'on appelle l'accession à la souveraineté internationale. C'est la toute première fois qu'on se retrouve face à un défi politique d'un enjeu si capital. C'est la toute première fois. Et c'est la toute première fois également que dans notre pays, on organise une activité à caractère culturel et cultuel qui a mobilisé plus de 400 000 personnes en intervalle d'une semaine. Et donc, que ce soit cette période sensible-là, que ce soit au cours de cette période-là, que des assaillants, des ennemis à notre République ont décidé de s'attaquer à nos braves militaires au point de toucher à la vie d'un nombre important, d'un nombre considérable, et que l'on puisse, par devers, c'est-à-dire que au moment où cette difficulté-là a été vécue, l'attitude qui devrait être la meilleure, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est l'observance des recommandations des officiers des forces de défense nationale. Puisque vous et moi, puisque les syndicats et moi, nous ne maîtrisons absolument rien à ce qu'on appelle des stratégies de guerre, ne nous leurrons pas. C'est une guerre qui a été ouverte vis-à-vis de notre pays, le Bénin. Et vous avez vu, même au lendemain de cet acte barbare qui a été posé, il y a eu encore sur la toile plusieurs informations. Heureusement que c'était des fake news, où on faisait état de ce que, voilà, des gens sont encore sur le territoire béninois pour attaquer d'autres compatriotes à nous qui se retrouvent dans la posture de pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'ennemi n'est pas si loin que ça. J'ai évoqué la question du nombre de personnes ayant pris part au Vodun Days pour démontrer qu'en fait, cet acte qui a été posé, c'est pour semer la panique dans la conscience collective. C'est pour faire très mal au Bénin, notre pays. Parce qu'on se dit, mais si le Bénin, imaginez un peu, en termes de devises, ce que notre pays a pu avoir, ne serait-ce que de la période du 9 au 11 janvier. Ce qu'on a pu gagner en réalisant cette activité des Vodun Days, avec le nombre de touristes déplacés, ceux qui se retrouvent dans l'hôtellerie, ceux qui se retrouvent dans la restauration, ceux qui se retrouvent dans le transport, même les bonnes dames qui ont l'habitude de vendre ne serait-ce que des sachets de 25 francs d'eau, que nous appelons généralement pure water, tout ce monde-là a pu se faire un chiffre d'affaires. Forcément. Alors, c'est cette période-là que l'ennemi choisit pour venir nous abattre. Parce que à aucun moment dans l'histoire de notre pays, nous n'avons perdu
autant de militaires sur le champ d'honneur. Et donc, quand vous vivez ça, quand vous êtes un peuple qui aimait effectivement votre pays et vous vivez de pareils drames, l'attitude à adopter, c'est de prendre du recul et de pouvoir suivre les recommandations et les instructions. Donc vous voulez dire que cette mesure de prudence que prend le gouvernement est justifiée alors que ces syndicalistes dénoncent cette frilosité de la part du gouvernement. Vous savez, les syndicalistes... C'est Matin Libre qui le titre. Vous savez, les syndicalistes sont dans une posture, excusez-moi du peu, hein, ils sont dans une posture qui ne fait forcément pas du bien à notre pays, le Bénin. Moi, je pars sur du factuel. Je pars sur du factuel. Il y a quelques années en arrière, ce sont ces mêmes syndicalistes. Ils ne sont pas tous partis, hein, ils sont encore là. Ce sont ces mêmes syndicalistes-là qui travaillaient pour que nous puissions avoir une école handicapée. Vous avez... En réclamant leurs droits, vous trouvez? Écoutez, pourquoi ils ne continuent pas de le faire de la même manière aujourd'hui? Parce que des tests l'interdisent. Parce que des tests l'interdisent. Bien évidemment, c'est pour vous dire qu'il faut à un moment donné qu'on avance, qu'on fasse avancer la République en ne se basant pas sur les sautes d'humeur de juste la minorité. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont syndicalistes qu'ils peuvent penser que tout leur est permis. Le nombre d'enfants qui se sont retrouvés peut-être aujourd'hui à la maison, parce qu'entre-temps, il y avait de grèves généralisées au niveau de nos différentes écoles, sous prétexte que c'était des droits qui étaient réclamés. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact social aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'ils sont syndicalistes que tout leur est permis. J'aurais été à leur place que si vous avez l'intention de rendre des hommages aux forces de défense nationale tombées sur le champ d'honneur, l'attitude à adopter, c'est de rencontrer la hiérarchie militaire, de discuter avec la hiérarchie militaire en interne et de savoir quels sont les avantages. Quels sont les avantages dans un environnement précis que celui-là qu'on est en train de connaître. On est en train de parler de terrorisme. Et non seulement on parle du terrorisme, mais notre pays aujourd'hui se retrouve en difficulté avec d'autres États du Sahel. En l'occurrence, le Niger. Vont-ils dire, ces syndicalistes-là, qui ne sont pas au cœur de cette actualité? Est-ce que c'est rendre hommage? Oui, l'hommage. Mais au-delà de l'hommage. C'est ça les vraies questions. Au-delà de l'hommage. L'hommage qu'ils veulent rendre là, est-ce que c'est un hommage qui serait au-dessus de l'hommage que la République va rendre? La République rend hommage à partir de qui? À partir du gouvernement. Le ministre de la Défense a rencontré les familles de nos militaires qui nous ont quittés. Les tests et lois ont prévu des avantages pour ces différentes familles-là. Des correspondances ont été adressées officiellement à chacune de ces familles pour leur expliquer dans quel contexte elles peuvent bénéficier de ces avantages que leur concède de droit la République. Qu'est-ce que ces syndicalistes-là, à travers cette rencontre, feraient qui serait au-dessus de l'hommage que la République va rendre? Les syndicalistes ne sont pas au-dessus de la République. Ils sont des citoyens, ils sont membres de la République. Mais si on vous interdit, parce que le contexte ne s'y prête pas, il ne devrait pas avoir polémique. Donc aujourd'hui, la polémique qui se crée, je me dis, c'est peut-être à visée politique, parce qu'on les connaît. On bloquait de par le passé nos centres de santé. Des médecins se refusaient d'aller travailler dans le secteur public,
mais au même moment, ouvraient des cabinets et travaillaient dans le secteur privé. On a perdu plusieurs compatriotes. Au moment où ça se passait là, ils étaient où? Le nombre de compatriotes qu'on a perdus, par exemple, au CNHU, parce qu'il y a eu des erreurs médicales. Les syndicalistes ne voient pas ça. De vous à moi, ils ne sont pas dans le pays. Donc pour moi, on est dans une période très sensible. C'est la période des élections qui s'approche. Et donc il ne faudrait pas que ces syndicalistes-là puissent, comme ils en ont l'habitude, revenir encore manipuler la conscience collective, manipuler les citoyens que nous sommes. S'ils ont des difficultés avec le gouvernement, qu'ils règlent leurs difficultés avec le gouvernement. Mais qu'ils n'associent pas l'armée. Parce que l'armée, elle est républicaine. Et l'armée ne se retrouve pas dans les querelles politiques. Et vous savez que le syndicalisme, c'est un outil politique. Vous les approchez, ils vous le diront. Ils utilisent le syndicalisme à des fins politiques. Ce n'est pas qu'au Bénin que ça se passe comme ça. C'est partout ailleurs. Donc si le gouvernement voit des risques dans l'acte qu'ils veulent poser, c'est tout à fait normal qu'on puisse l'interdire. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord, on a des institutions aussi dans la République. Ils peuvent saisir ces institutions-là pour faire prévaloir leurs droits. Leurs droits. Nous allons poursuivre avec l'Indépendant. L'Indépendant qui titre ce matin « Nouvelles normes d'exploitation des produits forestiers comme d'autres quotidiens. Les conditions de transport du charbon de bois et du bois de chauffe au Bénin ». Oui, vous savez que depuis, je crois, depuis fin semaine dernière, ou en milieu de semaine dernière, il y a ce communiqué-là qui est sorti et qui dit clairement les précautions à prendre désormais pour transporter le bois de chauffe sur notre territoire béninois. Vous savez qu'avant d'avoir le bois de chauffe, il faut forcément que l'on aille couper les arbres au niveau de nos forêts. Et pour couper les arbres, il y a un certain nombre de tests qui l'encadrent. Et donc, aujourd'hui, nos hommes qui se retrouvent, nos forestiers, je vais dire, pour faire court, nos forestiers trouvent qu'il faut une nouvelle disposition. Je pense que la disposition existait, mais à la seule limite que ce n'était pas opérationnalisé. Et donc aujourd'hui, ils ont constaté sans doute qu'il y a beaucoup de foyers qui utilisent les bois de chauffe. Et l'important, c'est de travailler pour renflouer les caisses de l'État. Parce qu'il y a vous deviez vous retrouver aujourd'hui sur la plateforme de la Direction générale des impôts pour faire la déclaration de ce que, bon, par exemple, vous voulez acheter 5 sacs de bois de chauffe. Peut-être que vous avez quitté Djougou pour vous rendre à Cotonou. Si vous avez l'habitude d'en acheter, vous l'achetez, mais vous prenez le soin de le signaler sur la plateforme. Et l'équivalence de la taxe, la plateforme va vous le dire et vous payez. Et donc, pour moi, il n'y a pas une mesure particulière. C'est vrai que tout de suite, l'on va se dire, est-ce que chaque jour, il y aura de nouvelles tasses? Justement. En tant que citoyen, on va se poser la question de savoir, est-ce que chaque jour, il y aura de nouvelles tasses? L'impact de cette décision, par exemple, c'est que le prix de ces produits connaissent une hausse, ce qui n'avantage pas le panier de la ménagère. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Dès qu'il y a de nouvelles dispositions relatives aux taxes dans un pays, le prix change systématiquement au niveau de ce produit-là. Et donc,
Mais est-ce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui? Parce que nous dénonçons depuis un certain temps cette morosité économique que nous connaissons dans le pays, cette souffrance du Béninois lambda qui peine à joindre les deux bouts. Est-ce que c'est normal que ces commerces qui touchent les Béninois les plus pauvres, parce que c'est les bonnes dames, il faut le reconnaître, qui s'adonnent à ces commerces-là pour pouvoir survivre et pour pouvoir contribuer aux charges de la famille. Est-ce que à ce niveau aujourd'hui, avec tout ce que nous dénonçons, est-ce que c'est ce qui doit être fait? Le paradoxe, c'est que ces bonnes dames dont vous parlez sont les meilleurs riches au niveau des familles. Quelle preuve de cette affirmation? La preuve, c'est que vous avez plusieurs cadres dans l'administration aujourd'hui qui vous diront « Moi, ma mère, elle ne vendait que du charbon. » Et c'est avec ça que la maman a pu payer la scolarité, les fournitures scolaires. Justement, vous voulez maintenant, aujourd'hui, on veut empêcher ces gens de mamans qui font tout pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour qu'ils arrivent, pour qu'ils les fassent quitter de cette couche sociale, d'une couche sociale à une autre. Vous savez à qui vous voulez les empêcher, c'est ça? Vous savez à qui incombe cette responsabilité-là? La responsabilité incombe aux différents cadres qui ont travaillé pour que nous puissions élire le président Patrice Talon. Et pourquoi? La raison, elle est toute simple. C'est le chef de l'État seul. C'est le chef de l'État seul dans un pays démocratique comme le nôtre, au regard de notre loi fondamentale, qui donne les orientations de sa politique de gouvernance. Si le chef de l'État décide aujourd'hui d'investir peut-être 50 000 milliards exclusivement dans le secteur des jeux et loisirs, personne ne peut le lui interdire. Parce que c'est la Constitution qui lui donne ce plein pouvoir-là. Je le dis pour que nous puissions faire très attention par rapport à nos choix politiques. On se retrouve là déjà à la veille quasiment des élections. Et parce que tel cadre est fils de notre région, il vient avec telle personne pour dire voici le candidat idéal, nous le suivons. Sans pouvoir lire effectivement les textes et lois qui régissent les différents secteurs ou même sans pouvoir connaître effectivement le contenu de notre Constitution. Si la Constitution de la République donne le plein droit à une seule personne de pouvoir exclusivement donner l'orientation de la gouvernance ou du type de gouvernance à mener, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, tout ce qui se passe, ce n'est pas deux personnes, c'est le président de la République. La Constitution lui donne le plein pouvoir de dire, en tant que chef d'État, c'est vous qui êtes le garant de la politique à mener pour permettre au Bénin d'atteindre tel ou tel seuil. Et il a fait son choix. Et à partir du moment où il fait le choix, les différents ministères sectoriels l'accompagnent. Donc lui donne l'orientation. Il est le seul à donner l'orientation. Et dès que le chef de l'État donne l'orientation, les différents secteurs, les différents ministères sectoriels l'accompagnent. Et quand on parle des différents ministères sectoriels, on voit aussi les différentes directions. Et donc, quand le ministre donne l'ordre, les cadres qui sont au niveau du ministère, le secrétaire général trace la ligne à suivre et puis ça commence par descendre. Ça vient au niveau des différents directeurs généraux. Et à eux de mettre en application l'orientation
que le chef de l'État a voulu. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Le chef de l'État, quand vous le suivez très bien, avant qu'il ne fasse quelque chose, il anticipe. Il le dit. Mais malheureusement, on ne le suit pas. On ne le suit pas dans sa politique. Avant qu'il ne soit président, en 2016, avant qu'il ne soit président, il a parlé, par exemple, des réformes institutionnelles. Il a parlé des réformes politiques. Mais est-ce que les gens l'ont suivi effectivement? Aujourd'hui, quand il met en place les réformes, tout le monde crie. Mais les réformes, c'est des moyens. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et donc, tout citoyen aujourd'hui se retrouvant sur le territoire béninois va juste souffrir de suivre l'orientation politique que le président Patrice Talon a voulu mettre en jeu afin d'atteindre ses objectifs à lui. Ce n'est pas un objectif commun, hein? C'est un objectif personnel. Et ça, c'est la Constitution qui lui donne le droit, le plein droit. Ce n'est pas que le chef de l'État s'est levé aujourd'hui et puis il s'est permis de dire, bon, je vais tout garder en tant que citoyen seul. Non. Même quand on parle de l'Assemblée nationale, qui est contre-pouvoir, parce que l'Assemblée nationale légifère et contrôle l'action du gouvernement, le chef de l'État ne peut pas donner une orientation pour sa politique publique et l'Assemblée nationale, à travers les députés, dirait non. Il faut bien lire notre Constitution pour comprendre. Donc aujourd'hui, moi, tout ce qui se passe et du jour au lendemain, on arrive à parler de telle taxe ou de telle autre, je me dis, mais c'est ce que le chef de l'État veut. Il est dans sa dynamique, il veut atteindre des objectifs, il a donné des orientations, et puis tous les directeurs techniques, tous les directeurs généraux sont en train de travailler à cette dynamique-là pour permettre à ce qu'il ait les moyens dont il a besoin pour réaliser ce qu'il porte comme souhait ou ce qu'il a porté comme souhait en tant que... Où est le social alors? Mais vous n'avez le social... Parce que le chef de l'État a également le droit oui. de veiller au bien-être de la population. Vous savez quand en fait, on a été... Ou le devoir. Nous avons été des enfants gâtés, excusez-moi du peu en le disant de cette manière-là. Nous avons été des enfants gâtés de par le passé sous d'autres régimes politiques où le social, tout le monde se permet de dire le social, le social, le social. Les différentes voies, les différentes infrastructures routières qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, si vous regardez la qualité de ces infrastructures-là, quand vous sortez de votre maison avec votre véhicule, tout ce qu'il y aurait eu comme secousse, c'est-à-dire tout ce que votre véhicule pourrait connaître comme dégâts, en intervalle peut-être de 6 mois avec les anciennes routes, il vous faudra faire peut-être 1 an et demi, 2 ans avant de vous retrouver au même niveau de dégâts pour votre véhicule. Mais en 6 mois, dès que vous avez des problèmes avec, pendant la période des 6 mois là, vous êtes tenu de vous retrouver au niveau de votre mécanicien. Vous êtes tenu de changer des pièces. Mais cet argent-là, quand vous n'arrivez pas à le dépenser pendant cette période de 6 mois et que vous le faites plus tard, c'est-à-dire soit 3 fois le temps plus tard, vous faites de l'économie. Le social, ce n'est pas le fait d'appeler un individu, de lui mettre à disposition plusieurs millions pour dire « rentre en week-end ». On l'a connu dans notre pays. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne veut pas de ça. De quel social? Nous parlons de la nécessité aujourd'hui pour les Béninois pour survivre. Là, ils sont en train de toucher le minimum que le Béninois puisse avoir. Vous savez, parfois quand on évoque cette question-là, j'ai de pincement au cœur. Parce que je me dis,
les personnes qui doivent le mieux... Le sac de charbon qui est déjà à 7 000, 7 500, Oui, sera payé à combien aujourd'hui avec cette réforme? très bien. Vous savez, je dis j'ai du pincement au cœur parfois quand j'entends ce débat du social. J'ai du pincement au cœur parce que je me dis, les cadres qui doivent pouvoir orienter, les cadres qui doivent pouvoir porter la meilleure information, ce sont ces cadres-là qui constituent les troubles faits au sein de la République, malheureusement. Mais le président de la République aussi est dans le pays Oui, mais et connaît les conditions dans lesquelles nous vivons dans le pays. les conditions, c'est quoi? Aujourd'hui, quand j'envoie mon enfant à l'école publique, je ne me fais plus le souci de dire est-ce que mon enfant ne serait pas à la maison parce qu'il y a grève? Le social, c'est déjà ça. Le social, c'est que je n'envoie pas mon enfant à l'école et que cet enfant-là, Bon, peut-être sûr, peut-être laissez-moi aller au bout. peut-être que l'enfant ira peut-être à l'école sereinement. Mais quand il revient à la maison, il ne trouve pas de quoi manger. Il pourra rendre ce qu'il a appris, ce qu'on lui a enseigné à l'école. Comment pensez-vous que l'enfant... Allez-y. Comment pensez-vous que l'enfant ne puisse pas trouver de quoi manger? Justement, si le charbon que la bonne dame la plus pauvre peut acheter à 100 francs devient subitement un jour, bon, dans les prochains jours, 200 francs, ou 300 francs, ou 500 ou 1000 francs, et double de prix. Vous voulez quoi? Ça doit forcément impacter. Carole, attendez que je vous donne des éléments factuels. Allez-y. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, mais je suis là pour parler du bien du Bénin. Je suis là pour parler de l'intérêt béninois. Il y a quelques années en arrière, les bonnes dames dont vous parlez, ce sont ces bonnes dames-là qui se retrouvaient dans des hangars, sous le soleil, sous la pluie, ou dès qu'il pleut, elles sont sérieusement mouillées. C'est du factuel. Et on peut demander à notre confrère Ange Nyankaya de nous sortir peut-être des images d'archives pour faire ce qu'on appelle l'étude comparative. Mais ce sont ces bonnes dames-là aujourd'hui qui se retrouvent dans des marchés. Pas toutes les bonnes dames pauvres qui se retrouvent dans les marchés. Carole, il y en a qui sont à la maison et qui se débrouillent à travers ces petits commerces. Carole, pourquoi vous ne voulez pas me permettre d'aller au bout? Là, vous êtes en train de défendre le gouvernement. Écoutez, si je défends le gouvernement, il y a quel mal à défendre? On parle de l'intérêt du Béninois lambda. Mais écoutez, d'abord dites-moi de vous à moi, il y a quel mal à défendre le gouvernement si ce que le gouvernement a fait est chose à apprécier? Justement, dans ce cas, qu'est-ce que vous appréciez dans cette mesure? Mais je vous donne... Puisque ça n'avantage pas le Béninois lambda. Je viens de vous donner une autre directive qui doit permettre aux Béninois de savoir que désormais, quand il veut voter pour un candidat qui doit se retrouver au poste de président de la République... Ça, c'est un fait et je vous comprends parfaitement. Non, mais on doit dire la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Le marché que vous prenez comme exemple, ces bonnes dames ne savent pas encore combien elles vont payer. Je vous jure tout que le jour où ils vont fixer le prix de ces marchés, de ces hangars, il y aura certaines de ces femmes qui vont plier bagage. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, pourquoi vous aimez... On ne va pas vivre dans un pays de supputation. Nous n'allons pas vivre dans un pays de... Nous allons revenir sur ce même plateau au moment où, si je suis encore là, je vais rappeler ça. Carole, nous n'allons pas vivre dans un pays de suspicion. Il faut quand même, à un moment donné, on puisse créditer nos gouvernants. On le fait. Quand c'est bon. Maintenant, pourquoi vous... Mais là, on ne peut pas toucher à tout. Ça n'avantage plus le peuple, ça n'avantage plus le Béninois. Et moi, je défends ce Béninois. Je suis béninoise. Carole, je viens de vous dire que même l'Assemblée nationale, qui a le devoir de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, ne peut pas aller contre cette mesure-là. Et pourquoi? Parce que c'est la loi fondamentale
qui permet au chef de l'État seul de suivre cette loi l'orientation. ne nous permet pas d'analyser La loi fondamentale ou de dénoncer cette réforme quand ça ne nous avantage pas. Écoutez, la loi fondamentale, elle s'impose à tout le monde. La Constitution s'impose à tout citoyen. C'est une décision. On est en train de l'analyser. D'accord? Et ça n'avantage pas le peuple. Et cette Constitution ne nous empêche pas de dire que ça n'avantage pas le peuple. Mais je ne vous refuse pas votre droit de Mais donner justement, votre si nous opinion. ne le disons pas, est-ce que les dirigeants prendront conscience de la réalité? Parce que eux, ils ont les moyens. Ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Mais le Béninois qui trime, il faut y penser à la fin et sérieusement y penser. Carole. C'est vrai, des actions sont menées pour le bien-être de ces Béninois à travers la construction des infrastructures, à travers l'amélioration des conditions de travail dans nos écoles, à travers plein de projets. Mais quand ça arrive au point où le plus pauvre, mais qui n'utilise pas du charbon? Carole. Des fois, même les riches dont on parle, Carole. ils ne prévoient Vous pas savez, le gaz non, fini. je voudrais quand même... Mais je voudrais... elles utilisent le charbon. Ils n'auront pas du mal à s'en procurer parce qu'ils ont les moyens. Et le Béninois qui n'a pas de moyens, Carole. on y pense à travers cette décision. Carole, je voudrais quand même que nous puissions recentrer le débat. Une mesure, je venais de vous rappeler que cette mesure-là, elle a été actualisée. Elle a été actualisée. D'accord? Et si par le passé, ça ne s'appliquait pas, c'est parce qu'ils sont confrontés sûrement à des réalités. il y a quel intérêt pour une nation de prendre des tests de loi et de ne pas les appliquer? Vous voulez dire que dès qu'on prend dans une république des tests de loi, que l'Assemblée nationale légifère sur des tests de loi, qu'on se refuse de les appliquer? Parce que non. Je ne demande pas qu'on refuse d'appliquer une décision. Mais je dis, on peut analyser. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais cette décision impacte négativement le quotidien des Béninois. C'est ce que moi je dis. Mais vous défendez le gouvernement. Et c'est tout comme si vous venez donner de la force à ces gens d'initiative. Carole, je voudrais que vous puissiez quand même, que vous puissiez arrêter de penser que je défends le gouvernement. Je dis bien que je défends le Bénin. Alors, allez-y. Je défends le Bénin parce que je suis parti. Je ne vais pas faire une analyse comme quelqu'un, excusez-moi du peu, se retrouve dans les rues. Je suis parti même à vous parler de l'orientation que doit prendre la politique gouvernementale. Et je vous ai dit que seul le chef de l'État en a le droit. Et c'est la Constitution qui lui permet de prendre cette décision. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui si vous avez élu quelqu'un qui, de par le passé, vous disait « Moi, pour diriger mon pays, voici ce que j'ai l'intention de faire. » Mais vous avez commis l'erreur peut-être de lui remettre le pouvoir d'État. Vous allez assumer jusqu'au bout. Il a un mandat constitutionnel. À la fin de son mandat constitutionnel. Donc, les Béninois. Mais moi, je préfère être direct avec les Béninois. Mais on se retrouve encore à la période. Hein. Justement, c'est pour ça que je dis avis donc à tous les Béninois. Oui, on se retrouve encore à la période. Si les Béninois, vous pensez que élire un chef d'État, c'est juste ne pas prendre le soin de savoir effectivement ce que disent les textes de loi de la République, en l'occurrence la loi fondamentale, qu'est la Constitution, c'est de ne pas effectivement analyser tout ce que la personne propose comme programme de société. Et parce qu'il y a un cadre qui est dans votre région, vient avec des billets de banque, il les distribue, il vous dit, bon, écoutez, c'est lui qui est le meilleur candidat. Et la masse le suit. Vous allez vous retrouver un de ces jours avec ce type. Moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et dans 10 ans même, si Patrice Talon était encore au pouvoir et prenait d'autres mesures relatives aux taxes, ça ne posera pas de problème. Parce que c'est ce que les Béninois ont voulu. Les Béninois ont élu Patrice Talon dans la majorité. Vous ne savez pas si moi j'ai voté pour Patrice Talon ou pas.
Mais du moment où il est président de la République et qu'il est en train, il est entré en fonction présidentielle, il n'y a pas autre chose que de lui permettre de mettre en application son programme de société. Et tout ceci est encadré par des tests et lois. Maintenant, s'il y a un concitoyen béninois qui trouve que cette mesure-là qui a été prise, que c'est une mesure de non-droit, que c'est une mesure qui va à l'encontre de la Constitution, la Cour constitutionnelle est là. Il faudra saisir la Cour constitutionnelle. Si nous voulons faire des débats scientifiques, nous allons faire des débats scientifiques. Ce n'est pas des débats d'humeur. On ne gère pas une république sur les humeurs. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que de par le passé, nous avons été des enfants gâtés. Vous aviez abordé la question du social tout à l'heure. Vous avez vu l'aspect que ça a pris, la tournure que ça a pris tout de suite. Justement, on ne peut pas ne pas aborder, puisque cette décision impacte la société. Mais toute décision qu'on prend au quotidien, toute mesure qu'on prend au quotidien impacte le quotidien. Mais quand on dit qu'on veut améliorer le quotidien du Béninois lambda, ces mesures ne viennent pas dans ce sens-là, n'accompagnent pas dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire si ce n'est pas constaté? On peut tout au moins dénoncer. Et c'est ce que moi je fais. Non, mais écoutez, vous, au moment où vous trouvez qu'il faut dénoncer, ce que vous dites là, hein, au moment où vous trouvez qu'il faut dénoncer, le chef de l'État vous dira par exemple que ce sont ces taxes-là qui lui permettront de construire peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois des centres de santé quelque part et qu'il a l'objectif là à atteindre avant la fin de son dernier mandat constitutionnel. S'il vous le dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez absolument rien, puisque ce n'est pas vous qui détenez l'orientation de la gouvernance politique ni institutionnelle du pays. Il est le seul garant. C'est ce que dit la Constitution. Et c'est lui-même qui promet d'améliorer la vie des Béninois. Oui, mais il est en train d'améliorer la vie des Béninois. Voilà. Merci. Si vous suivez un peu, merci, comment les choses se passent. Merci. Mais pourquoi vous n'avez pas envie que je dise comment le chef de l'État améliore la vie des citoyens béninois? Parce que vous allez encore commencer par faire l'éloge des actions qu'il a déjà menées. D'accord. OK. Vous aurez le temps, sans doute, peut-être sur ce même plateau, de comprendre que je ne suis pas là pour soutenir le gouvernement, mais que je suis là pour soutenir le Bénin.